Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle quotidienne. Une quotidienne de huitième de finale avec au programme de cet Euro 2024 deux rencontres qui peuvent paraître assez déséquilibrées. L'Angleterre face à la Slovaquie et l'Espagne face à la surprise géorgienne. On en profite pour vous rappeler que nous serons en live sur notre chaîne Twitch en direct de la Cité Fertile pour animer ces matchs, comme c'était le cas hier. Et comme ce sera le cas demain pour le match de l'équipe de France, on vous attend toujours nombreux pour venir siroter avec nous. Pour m'accompagner aujourd'hui, en ce jour de premier tour des législatives, les binationaux sont sortis. Né en France mais armé de son passeport tunisien, il n'a pas encore digéré le fait que dans un avenir proche, il pourrait ne pas pouvoir réaliser son rêve, celui d'être le directeur d'une centrale nucléaire. Mais bon, il se console comme il peut en enchaînant les lives, les quotidiennes et surtout les parties de Top Spin. Comment il va, moi, Alex? Comment il va, lui? Ça va, ça fait longtemps, hein? Ouais, tu me manques un peu. Je dois Bah écoute, reconnaître que là, je t'ai pas vu pendant 2 jours, je t'ai pas eu au téléphone hier, je suis tout chose. Je suis un peu Éc- perdu. Écoute, je suis de retour pour un petit peu, pour quelques jours en tout cas, mais on va essayer d'en profiter comme il faut. Maintenant, on va passer au deuxième membre de cet épisode. Alors, Alexandre Ben Yahya, Bilal Masmoudi, pour la binationalité, on avait le truc. Mais alors, pour Tom Abadi, on s'y attendait moins. Et oui, il est anglais et français, même si dans sa tête, il n'est pas binational, mais bien multinational, sans évidemment l'argent que cela génère. Comment il va, mon bon Tom? Multinationale. Ça non plus, je pourrais pas être au service public hein, en étant de la multinationale. Ça marcherait Et non, pas. et non, Et mon alors, Tom. attends, la vraie question, est-ce que il considère que les Anglais, c'est des Européens? Ça sera la vraie question pour Monsieur Bardella. Bah, on est pressé d'entendre sa réponse, mais bon, Ouais, moi, j'allais je, demander, je crois, je crois que j'ai une petite idée. est-ce qu'il y a quand même pas une hiérarchie entre l'anglais, l'algérien et le tunisien chez eux, tu Ah, vois? ça peut-être. À mon avis, Tiens, Tom peut être sous-secrétaire de la centrale nucléaire, Ah, tu voilà. vois? c'est... Exactement. Bon, allez les gars, on part en direction de notre premier match de la journée, le match de 18h entre l'Angleterre et la Slovaquie. 18h. Angleterre, Slovaquie. Ambiance Fashion Week aujourd'hui avec toi, Tom. Tu vas nous expliquer comment un manteau militaire italien est devenu l'habit des hooligans anglais. Absolument. Alors, comme toute bonne histoire, il faut démarrer au début. On va parler de Massimo Ostic, un ingénieur en design venu de Bologne. C'est un des premiers à avoir mis des patchs et des designs colorés sur les t-shirts dans les années 70. Il est d'abord fondateur de Chester Perry Company, alias CP Company, une marque qui est aujourd'hui très prisée par les hooligans néerlandais et anglais. Alors c'est forcément très fortement inspiré des marques Chester Barry et Fred Perry, que vous connaissez un peu plus en France, qui sont des marques aussi associées aux ultras et qui font des cartons avec ses vestes, ses pantalons et des pulls qui sont très résistants à la météo. Ça, c'est un peu le point d'orgue. Mais en 82, proche de la ville de Modène, il veut créer une nouvelle collection de manteaux type militaire. Et ça ne colle pas trop avec le design de CP. Il crée donc Stone Island en utilisant un matériau révolutionnaire, la Tela Stella, qui n'est plus ni moins une bâche de camion recyclé. Avec un lavage particulier, il crée un nouveau matériau de plusieurs couleurs, ambiance un peu vieillie et extrêmement très résistant aux conditions difficiles de l'extérieur. C'est une première collection de 7 manteaux inspirés de l'armée et des ouvriers qui font carton sold out en 10 jours. Alors raconte-nous comment il a fait aussi pour créer cette marque révolutionnaire et avoir un tel succès. Alors déjà, il est très fort en marketing. Il rachète un magazine qui lui permet de faire de la pub dans les kiosques d'Italie pour CP et Stone Island. Une tactique évidemment très normalisée depuis. C'est également un mélange d'identité très forte et d'un super produit. D'un côté, tu as l'histoire du nom et de l'écusson qui inspire beaucoup. Ça vient des romans semi-biographiques et introspectifs de l'ancien capitaine de la marine britannique Joseph Conrad. Ces personnages sont souvent des marins qui cherchent non seulement de nouvelles terres à conquérir, mais également ils se cherchent eux-mêmes. Stone et Island sont des mots très souvent utilisés par l'auteur, tout comme la rose des vents, devenue le badge très reconnaissable de Stone Island. Enfin, la marque priorise des habits techniques et d'extérieur, et donc la sensibilité de la marque s'est surtout tournée vers la science plutôt que la fashion. Un habit fonctionnel donc. Alors c'est très intéressant ça, Tom, mais tu sais, chez 11e art, en général, on ne parle pas que de la Fashion Week. Je sais bien, c'est pour ça que je vais t'expliquer pourquoi les hooligans, et particulièrement les Anglais, ont récupéré l'identité de Stone Island dans les années 80 et 90. Il faut savoir que le football anglais de club, à l'époque, ils sont au sommet du football européen, remportant 7 des 8 Ligues des Champions entre 77 et 84. Une pour Aston Villa, 2 pour Nottingham Forest et 4 pour Liverpool, marquant une vraie domination des clubs du Nord. Grâce à ces déplacements des clubs à travers l'Europe, les fans anglais sont confrontés à plusieurs cultures et d'autres styles vestimentaires, évidemment. Les hooligans anglais contrôlent les stades et se font une réputation violente à travers l'Europe, mais tout va changer lorsque Thatcher et son gouvernement en ont marre des violences dans les stades et veulent éradiquer ces hooligans. Pour mieux se cacher, ces supporters décident de mieux s'habiller pour aller au stade et passer sous le regard de la police qui cherchait surtout des petits merdeux mal habillés.
Et du coup, ils vont chercher quoi comme inspiration pour se camoufler justement? En 82, Stone Island est le sponsor de l'équipe nationale italienne et commence par avoir un vrai impact en société. Les jeunes, notamment du groupe de la Paninaro en Lombardie, s'habillent beaucoup mieux mais veulent adopter un nouveau style vestimentaire beaucoup plus sportswear. Aujourd'hui, c'est totalement normal le sportswear, mais à l'époque, c'était vachement nouveau. Ils inventent un style mixé entre les années 50 américaines et les années 70 modernes en Europe, avec des belles marques comme Timberland, Fila et donc Stone Island. Les hooligans anglais croisent ces Italiens dans la finale de C1 de 1984 entre Liverpool et la Roma et ramènent ainsi ce style au Royaume-Uni et dans les tribunes. L'explosion de Stone Island se fait surtout après l'élimination de la sélection en 92 en Suède lors de l'Euro, lorsque de nombreux supporters sont venus piller un magasin et ramènent de centaines de pièces de Stone Island au pays et va devenir un vrai signe identifiant des hooligans, avec notamment l'importance évidemment de cette rose des vents. Mais du coup, il va y avoir forcément un mouvement séparateur qui va se créer entre les supporters bien habillés et les ouvriers d'un autre côté, non? Évidemment, Stone Island, c'est très cher, donc ça sépare un petit peu les deux. Donc je vais parler ici de la subculture, voilà, en anglais, et sous-culture en français, un terme sociologique pour expliquer un mouvement de groupe qui s'est développé organiquement, mais sans forcément devenir très populaire. Ce mouvement, c'est les casuals, qui se démarquent avec leurs goûts musicaux de rock un peu alternatifs, mais surtout leur volonté de s'habiller d'une certaine façon. Ils ne s'associent pas avec des équipes en particulier, et donc ils n'ont pas forcément de couleur de club lors des matchs, mais plutôt des gros manteaux en nylon de Stone Island, forcément. Particulièrement résistant à la pluie, au froid, mais également aux bagarres. Car oui, forcément, quand tu es hooligan et qui se respecte, bah, tu veux te battre, et surtout dans les années 80 et 90. Et donc, il faut des habits plus résistants aux coupures et aux déchirures. Mais l'idée fondamentale de cette sous-culture, c'est de ramener des belles pièces des matchs à l'étranger, comme les Adidas Samba, mais également de s'amuser ensemble. Chantons fort au stade, certes, mais pas toujours dans la rivalité avec les autres, mais plutôt priorisant une camaraderie avec les supporters du même club. Même si, bon, quand tu vois un mec avec du stony, comme ils l'appellent là-bas, bah, tu le reconnais pas, bah, tu as envie de te battre. Il faut pas abuser non plus. Et cette culture des casuals, on la retrouve dans la culture populaire ou simplement au stade? Alors évidemment, les casuals sont bien mixés avec les hooligans, donc c'était simple de faire des rapprochements entre les skinheads et les mods, qui étaient des groupes plus présents au stade et plus vocaux politiquement. Mais les casuals, ils aiment la musique et le monde de la musique, ils aiment leur style. Donc eux, ils sont fans de Clash, de Happy Mondays. Et les casuals, ils ont vu Stone Island arriver dans la musique avec notamment Noel Gallagher, qui était ancien un peu hooligan et qui adore Stone Island et en fait une pièce maîtresse de sa garde-robe. Les apparitions les plus importantes sont les films clés du mouvement hooligan. Déjà dans Green Street, un film de Elijah Wood qui, au lieu d'explorer le monde de Seigneur des Anneaux, va découvrir les hooligans de West Ham. Son beau-frère est hooligan qui s'habille en Stony et des Samba, mais il aime surtout se battre avec les supporters de Tottenham, donc forcément, pas évidemment un casual. Et puis il y a l'adaptation du livre de Football Factory, qui lui est très marqué aussi à West Ham, avec une exploration assez unique de la vie du hooligan, un livre écrit à la première personne que je recommande fortement. Et comment Stone Island a pu perpétuer son existence dans le temps sans changer particulièrement ses vêtements? Alors, les temps changent. Dans les années 90, un producteur de textile et entrepreneur italien du nom de Carlo Rivetti rachète les parts de Hosty dans la CP Company et Stone Island et aide grandement au développement commercial de ces marques. Il garde l'aspect technique du vêtement, mais renforce l'idée d'un habit décontracté, d'où vient le mot casual de la sous-culture des hooligans. C'est un produit très haut de gamme italien et donc forcément avec un certain cachet. En 1994, Rivetti rencontre Paul Harvey, un designer britannique, avec 24 collections en 12 années de collaboration avec eux à Stone Island. Touche anglaise, tendance et esthétique. Et dernière chose, Rivetti dit à l'époque que pour atteindre le stade contemporain, l'entreprise doit devenir multiculturelle. Avec une large équipe de création, il pouvait atteindre plusieurs aspects du monde entier, ce qui définit aujourd'hui Stone Island. Lui, il dit même: j'ai l'impression de tenir le rôle d'entraîneur. Selon le match à jouer, j'en vois une différente personne. Même la mode et football. Ouais, bon après, Stone Island aujourd'hui, on le voit moins dans les stades, mais plutôt, dans la rue ou encore, dans le rap, par exemple. Exact. Alors d'abord, le rap s'empare du badge en essayant de se démarquer des autres, avec des vestes beaucoup plus haut de gamme et un style particulier. Le grime d'abord en Angleterre avec Skepta, puis Drake, Jay-Z, Travis Scott aux US. C'est notamment une collaboration avec la marque Supreme qui permet l'essor de la marque aux US. C'est plus du tout une subculture, c'est maintenant complètement mainstream. Tellement mainstream que Rivetti a revendu ses parts en 2020 au groupe Moncler pour 1 milliard d'euros. Argent qu'il a dépensé en rachetant le club de série C Modena, là où la marque a démarré. Stone Island continue les collaborations, notamment avec New Balance pour faire les chaussures de Sterling et Saka lors du Mondial 2022, puis de Dior pour habiller le pilote de F1 Lewis Hamilton et nos Français Barcola et Mbappé lors de l'arrivée au rassemblement de l'Euro. Xavi, Guardiola, Gary Neville et même le leader du parti travailliste d'Angleterre, Keir Starmer, qui était vu en train de porter du Stone Island, un polo à 150 pounds qui n'a pas trop plu à son électorat, évidemment.
Tout cela pour dire qu'on est loin d'imaginer que Pep Guardiola va se taper à Upton Park un jeudi soir sous la pluie avec des supporters des Hammers. Il est clair que la marque a largement dépassé son identité native. Les casuals existent encore, ils s'accrochent à leur samba et leur vieux manteau Stone Island, mais ils sont clairement repérés par la police aujourd'hui, allant quelque peu à l'encontre du plan de camouflage de l'origine. Il y a forcément quelques survivants du mouvement en tribune ce soir, et certainement du Stone Island dans les futures altercations en cas de défaite. Eh bien, merci Tom pour cette belle chronique. On va parler un peu à Alex et surtout, on n'a pas parlé d'un truc. C'est le prix de Stone Island. Super cher. Toi, t'as le budget un petit peu, Alex, pour acheter du Stone Island? En fait, pendant la chronique de Tom, qui était hyper intéressante, je suis allé sur leur site et on est sur, par exemple, une casquette, on est dans les 115 €, tu vois. C'est pas non plus marque haute couture et tout, hein, mais Quand Moncler rachète, il dit que les prix vont pas varier. Je pense qu'ils ont un petit peu varié parce que tu pouvais trouver vintage du Stone Island à 90 pounds. Aujourd'hui, c'est juste plus possible. Ouais, non, mais clair. c'est intéressant parce que nous, tu sais, à Paris, c'était plus, enfin nous, on s'entend. À Paris, c'était plus, je crois, Fred Perry qui était référencé, Ouais, complètement. C'est qui pour ça était que je t'ai parlé au référencé début, ouais. ultra. Et c'est cool ce petit lien entre la mode et le foot. Ouais, c'est clair. Et si on parle un petit peu peut-être du match Angleterre-Slovaquie, vous le sentez comment? Les Anglais n'ont pas trop rassuré non plus lors de la phase de poule. Est-ce que la Slovaquie peut créer la surprise comme face à la Belgique? Bon, ce serait vraiment une énorme surprise. Alors, c'est vrai que les Anglais, c'est catastrophique. C'est en dessous de tout. Si on fait le rapport qualité niveau de jeu, c'est exceptionnellement nul. Après, de Oui. là à se faire sortir par la Slovaquie, ça me paraît un peu délirant. Moi, je vois bien un match, tu sais, bien pourri où la Slovaquie essaye de contrer mais n'y arrive pas et ça finit en 1-0, genre vieux penalty de Kane à la 70e, tu vois, un truc où on s'ennuie ferme. Ouais, c'est clair que sur ce match-là, je vois bien l'Angleterre justement miser sur ses individualités pour faire la différence et pas forcément créer du jeu. C'est quoi ton analyse, toi, Tom? Je pense qu'on sous-value un tout petit peu la qualité défensive au moment de l'Angleterre. Je pense que la France, c'est un peu pareil, Mm. c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, mais ça défend très très bien. Gueye fait un très bon début de tournoi, c'est un peu l'un des rares à survoler un petit peu le tournoi. Donc oui, ça sera certainement un match très chiant, mais je pense que l'Angleterre se tourne un peu vers le Deschamps 2018, tu vois, le truc où on va mettre un coup de tête sur un corner ou un penalty à la con, et surtout bien défendre. Donc je vois très mal l'Angleterre sortir. Je pense que ça fera un peu scandale et ça sera à peu près du niveau de l'Islande de 2016. Donc je pense qu'ils vont essayer d'éviter ça. Ok les gars, bon allez, on va partir maintenant en direction de notre second match de la journée, l'Espagne face à la Géorgie à 21h. – 21h. Espagne, Géorgie. Alex, toi tu t'es intéressé à un aspect que beaucoup ont remarqué lors de cette phase de poule, l'évolution tactique de cette équipe d'Espagne qui aujourd'hui pratique un jeu plus vertical. Pour comprendre tout ça, tu es parti à la rencontre d'un ami de 11e art, Ruben, qui gère le compte La Ligue Actu. Je vous laisse écouter ça. Et je suis avec Ruben aujourd'hui et je suis ravi de le recevoir parce qu'on va parler de l'équipe qui m'a le plus séduite durant cette phase de groupe et je pense qu'elle a séduit tous les amateurs de foot. C'est bien évidemment l'Espagne. Quel début de compète, Ruben. J'imagine que tu t'es régalé devant ta télé. Une Espagne qui est donc dans un style nouveau. C'est fini la possession à outrance. On est davantage sur un foot de transition. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Eh ben, j'ai été agréablement surpris parce que c'était une poule, évidemment, on attendait l'Espagne au rendez-vous parce que déjà c'était une poule qui était quand même assez relevée. Il y avait notamment les matchs contre la Croatie, puis contre l'Italie surtout, qui étaient très importants. Et au final, l'Espagne ressort avec 9 points. C'est vrai que moi, je m'attendais à ce que l'Espagne sorte, en tout cas, aille en huitième de finale. Ça, c'était pas pour moi une grosse surprise. Là où ça m'a surpris, c'est plus dans le contenu effectivement des matchs qui a été pour le coup, je trouve assez impressionnant. Après, on peut peut-être mettre aussi en contraste, sans justement rien enlever à la performance espagnole, le fait que, mine de rien, moi j'ai trouvé un peu cette Croatie, cette Italie assez décevante, quand même moins au niveau que ce qu'on les attendait. Mais pour ce qui est de l'Espagne, honnêtement, le jeu était assez impressionnant. On a vu une quantité de situations, d'occasions qui ont été produites sur des actions qui sont construites parfaitement du début à la fin. Là où ça a pêché, à mon sens, et c'est un peu le petit point noir de cette phase de poule, c'est au niveau de la finition, surtout contre l'Albanie un peu, mais surtout contre l'Italie quand même. On a vu que Je sens que tu as envie de nous parler de Morata.
Un petit peu, mais c'est pas le seul. Disons qu'il y a, voilà, il y a, ouais, globalement un problème de finition assez général, et on l'a vu notamment contre l'Italie. Mais moi, j'étais, ouais, très, très surpris par cette Espagne qui, bah, voilà, a fait ce qu'elle savait faire de mieux en fait sur ces derniers rassemblements. Déjà, on avait des bons indices au vu des amicaux, des qualifications par le passé. Mais voilà, le voir en tout cas en match officiel dans un tournoi aussi important que l'Euro, je pense que c'était une bonne chose, et surtout, voilà, c'était assez surprenant parce que c'était non seulement bien réalisé, mais en plus c'était réalisé souvent avec efficacité. Et effectivement, je partage le constat qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par cette Espagne agréablement, et ça fait plaisir parce que voilà, au final, il y a 9 points, avec 3 clean sheets en plus qui, pour le coup, ont été, pareil, n'étaient pas forcément attendus, mais ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Donc voilà, une phase de poule presque parfaite, on pourrait dire en tout cas. Avec trois charnières différentes qui ont été Oui. essayées en fonction des blessés, avec un troisième match où l'Espagne gère et fait tourner. Alors tu disais un truc très intéressant, tu disais on a été un peu déçus de la Croatie et de l'Italie. Moi je trouve qu'on a été déçus de beaucoup de grosses équipes et finalement assez peu séduits depuis le début de cet Euro, et c'est sur ça que j'aimerais insister, c'est que l'Espagne Ouais. nous a séduits dans le jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a changé avec notamment ces deux ailiers Yamal et Yamal et Williams qui mettent un boxon absolu, et t'as l'impression qu'ils pourraient renverser n'importe quelle défense, quoi. Bah, disons que c'est effectivement des joueurs qui, pour ceux qui suivent la Liga, sont bon, des joueurs qu'on connaît bien maintenant, mais pour effectivement le grand public, c'est des joueurs qui, bah, toute la saison, font des choses absolument merveilleuses. En particulier de Lamine Yamal, qui évidemment à saison est assez impressionnant parce que voilà, le voir jouer à un tel niveau dans une telle compétition, voilà, en ayant que saison, c'est forcément impressionnant. Et puis Nico Williams, qui pareil est peut-être un peu moins médiatisé du côté de l'Athletic en Espagne avec du côté de Bilbao, mais qui pourtant voilà, une saison absolument incroyable. Et ce sont deux ailiers qui se complètent parfaitement parce qu'ils ont un profil tous les deux très technique, et en même temps ils ont, si vous voulez, cette capacité à pouvoir accélérer, à pouvoir déclencher une passe, une course qui en fait est capable de renverser déjà tout un bloc, et surtout de prendre une défense de vitesse sur voilà, une simple passe, un simple geste. Et c'est vraiment, ouais, la nouveauté des dernières semaines, parce que voilà, l'Espagne a mis longtemps, après les échecs de 2014, de 2016 notamment, même 2018, on peut dire aussi, à retrouver vraiment un vrai style de jeu, et à retrouver un 11 qui soit plus ou moins titulaire. Et même si effectivement Morata en pointe, c'est pas toujours à l'unanimité, toujours est-il que globalement il marque, voilà, de Oui, bien il se son mal. bagarre, tu peux pas l'incriminer non plus, quoi. C'est Bien pas un sûr. mec, c'est pas un plot devant qui est complètement déconnecté du jeu, Non, non, quoi. bien sûr. Et puis, mine de rien, moi, c'est ce que je dis, il est beaucoup critiqué, mais au final, c'est un des meilleurs buteurs de la sélection espagnole dans ce genre de tournoi, et même dans l'historique. Et ces deux éléments en particulier sont du coup assez jeunes, assez récents. Et je trouve que moi, ce qui est positif, c'est qu'on a réussi, j'ai l'impression, à trouver un duo en la présence de Lamine Yamal et de Nico Williams, qui pour le coup est vraiment un duo qui peut non seulement tenir la route sur le long terme, puisqu'ils ont voilà, que 16 et 20, 21, 22 ans, je crois. Et en plus, voilà, ce sont des joueurs qui on le sent, on l'envie, on tout ce qu'il faut en fait pour réussir. Et c'est vraiment la différence avec avant, où on avait des ailiers qui étaient peut-être bons par moment, et pour le coup assez irréguliers, et surtout qui parfois choisissaient un peu leur match. Il y a d'autres ailiers qui sont très bons ici. Il y a Dani Olmo qui peut évidemment jouer, qui est capable de faire de bonnes choses. Ferran Torres qui a marqué contre l'Albanie aussi. Donc il y avait évidemment de bonnes choses, mais ces deux-là en particulier voilà, ont cette vivacité et cette énergie, ouais, la fougue en fait de la jeunesse qu'ils ont, qui est assez impressionnante et qui fait mal aux adversaires, quoi. Et tu penses que c'est eux qui ont amené De La Fuente à changer, à faire évoluer le style de l'Espagne, ou lui, il avait ce truc en tête dès qu'il est arrivé à la tête de la sélection? Moi, je pense que c'est plutôt comme enfin, ça vient plutôt de Luis de la Fuente lui-même, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien justement s'adapter aux joueurs qu'il a. Évidemment, après, il avait, je pense, un plan de jeu qui était très défini, mais lui, c'est quelqu'un qui effectivement a toujours su s'adapter, parce qu'avant de coacher l'équipe première de l'Espagne, la sélection nationale, il a fait quasiment toutes les équipes de jeunes avant. C'est d'ailleurs avant que d'ailleurs le renvoi de Luis Enrique, c'était lui qui occupait les espoirs, qui prenait les espoirs plutôt. Et il a toujours su, voilà, avec ses idées en même temps, mais aussi avec les joueurs qu'il avait à sa disposition, les joueurs qu'il choisissait, prendre les bons profils et les adapter aussi à ce que lui veut faire. Donc je pense que c'est un peu des deux, mais je pense que voilà, c'est d'abord Luis de la Fuente qui a décidé de ce nouveau style-là, et il a peut-être, voilà, enfin trouvé ces deux joueurs en particulier qui sont capables de faire ce que lui attend sur les ailes.
Est-ce que on va parler un peu des réactions au pays? Est-ce que le vent a tourné en Espagne? C'est-à-dire, moi j'ai l'impression quand j'écoutais les différents consultants, tout le monde disait, bon, vous savez, les Espagnols, ils attendent que la compète démarre et puis ils espèrent pas grand-chose. C'est quoi l'ambiance, le pouls? Si tu peux nous donner un peu le pouls de l'Espagne en ce moment vis-à-vis de l'équipe? Ben, je dirais que il y a en fait presque deux Espagnes. C'est assez étonnant à dire, mais disons que si on regarde l'Espagne d'un point de vue médiatique, on avait l'impression qu'effectivement, avant que l'Euro commence, ça allait être un fiasco. Ben, pas forcément un fiasco, mais ça allait être un échec, ça allait être quelque chose d'assez décevant. Et au final, le peuple espagnol, lui, les supporters espagnols, en tout cas, moi, je les trouvais beaucoup plus enjoués, avec beaucoup plus d'enthousiasme quant à cette compétition. Et même ceux bien avant même que ça arrive, parce que forcément, il y avait toujours des doutes, il y a toujours des incertitudes, notamment quand on avait eu les deux derniers amicaux qui étaient contre la Croatie et le Brésil au mois de mars, qui avait été pour le coup assez décevant. Mais je trouve que, de manière générale, dans la population espagnole, il y avait un vrai engouement autour de cette compétition, et encore plus maintenant, voilà, avec l'Espagne qui est en huitième, qui a fait 3 victoires, qui affronte la Géorgie, qui, bon, mine de rien, ça devrait normalement le faire. Et voilà. Et à côté de ça, par contre, il y a une presse effectivement qui est très critique, qui maintenant, bah voilà, pour le coup, a senti un peu le vent tourner, qui se met vraiment derrière l'Espagne. Mais c'est une presse, voilà, qui, on le sent, au moindre faux pas, à la moindre petite erreur, c'est une presse qui est très dure et qui souvent, voilà, n'hésite pas un peu à taper dans le dos, à donner des coups dans le dos. Ça avait été beaucoup le cas avec Luis Enrique. C'est peut-être moins le cas aussi avec Luis de la Fuente, parce qu'il a peut-être ce côté moins clivant que Luis Enrique pouvait avoir, Ouais, notamment. moins hautain, oui, oui, comme C'est tu dis, ça. clivant, c'est le Et, mot juste, ouais. voilà, et puis la presse cave espagnole aussi, une presse très proche des clubs. Et c'est vrai que Luis Enrique avait comme ce passif d'avoir été l'entraîneur du Barça, qui représentait la Catalogne. Et voilà, dans une Espagne aussi où les médias madrilènes dominent beaucoup, parce que c'est aussi la capitale et c'est là où il y a le plus de clubs, de joueurs madrilènes en Espagne. C'est vrai que voilà, tout ça avait du mal à s'entendre. Et je trouve que voilà, Luis de la Fuente déjà a un peu mis tout ça de côté. Il l'a répété bon nombre de fois, et puis il le maintient encore aujourd'hui. Mais voilà, cette presse, en tout cas, elle sent que on sent que le vent a un peu tourné, et qu'aujourd'hui, elle défend vraiment cette Espagne, même si, voilà, on voit qu'il y a toujours parfois quelques polémiques qui sont lancées sur certaines choses qui mériteraient d'être, je pense, évitées en période justement d'euro, où il faut justement une concentration, une solidarité nationale, quoi. Mais de manière générale, l'Espagne est soudée, je trouve, derrière son équipe, plus qu'elle l'était il y a encore quelques mois, ou même à l'Euro, à la Coupe du Monde 2022. Merci encore à Ruben pour sa disponibilité et évidemment pour ses explications. C'est toujours super intéressant de l'entendre nous parler de tout ça. Tom, toi, ça a été, j'imagine que comme pour beaucoup, ça a été l'équipe qui t'a le plus impressionné en ce début de tournoi. Tu penses quoi de l'équipe d'Espagne globalement? C'est vrai qu'à part le dernier match où ils ont un peu peut-être levé le pied, mais ils étaient déjà qualifiés et premiers, c'est clairement c'est une nouvelle Espagne. Moi, je fais partie, comme je pense, les 90% des suiveurs de foot très fans de l'Espagne 2008-2012, qui était vraiment très impressionnante, même si très tiki-taka et très ouais, endormante, comme tu dis, même si je trouve que 2008, ils étaient un peu plus directs. Donc, il y a peut-être un arc narratif là-dessus. Mais c'est clair que ces ailiers-là, ils aident beaucoup. Voilà, Yamal, il en a parlé régulièrement à la presse. Il a dit en gros qu'il adorait avoir Nico Williams avec lui parce qu'il y a moins de concentration sur Yamal au niveau des défenseurs, parce qu'ils sont obligés de gérer un peu des deux côtés. Ils ne peuvent pas faire de prise à deux des deux côtés. Donc, il y a des espaces, donc c'est un peu plus direct. À voir si un Fabian Ruiz va réussir à élever son niveau de jeu quand l'intensité va augmenter, notamment peut-être contre l'Allemagne au prochain tour. Mais même là, aujourd'hui, contre la Géorgie, ça peut être très intense. Donc, c'est un vrai test pour l'Espagne. Je pense qu'il y aura un profil très différent de ce qu'il a pu rencontrer dans des équipes plus soit cadenassées, comme l'Italie ou l'Albanie, ou alors Croatie qui avait envie de jouer un peu. Donc là, ça va être vraiment dans l'intensité, et à voir si l'Espagne peut élever son niveau de jeu pour ce genre de match-là. Ouais, parce qu'en face, il y a une équipe de Géorgie qui surprend tout le monde, qui a réussi à battre le Portugal. C'est loin d'être rien, même si le Portugal, effectivement, avait peut-être fait tourner. Ça reste une équipe de grande qualité. Alex, il y a un monde où il y a un exploit? Alors moi déjà c'est le match qui m'excite le plus de tous ces huitièmes de finale, parce que la Géorgie dans son style atypique nous a séduit de ouf. Kvaratskhelia est enfin rentré dans sa compète à Ouais. 100%, et moi il m'a fait rêver contre le Portugal. Euh, Bah non, enfin, je peux pas te répondre oui, parce que l'Espagne, ça a l'air tellement costaud. La leçon qu'ils ont donnée à la Croatie, la leçon qu'ils ont donnée à l'Italie derrière, tu te dis, bon,
Alors, moi, j'espère un scénario sympa, tu vois, un truc où il y a un partout et la Géorgie finit par céder sur la fin, ça finit en 3-1 pour l'Espagne. Mais je peux pas imaginer un monde où la Géorgie sort l'Espagne, pas cette Espagne-là, quoi. Ce serait l'Espagne de Luis Enrique, je te dirais why not, parce que tu t'imagines bien le scénar où il tourne autour pendant 2 heures, il se passe Comme pas le Maroc, grand-chose, quoi. il y a beaucoup de possession, ouais, voilà. Et la Géorgie finit par piquer en compte. Mais là, cette équipe, elle est tellement complète, tout le monde s'exprime comme il faut et bon, Morata va peut-être enfin se mettre à marquer, même si bon, je le critiquerai pas trop parce que comme disait Ruben dans la preview, il est quand même assez, il est dans le ton, tu vois, il joue, il fait jouer ses coéquipiers, il est juste dans ce qu'il fait, mais voilà, bravo à la Géorgie, c'est le mec qui les enterre déjà. Merci pour tout Merci ce que pour tout, vous avez fait, les Alexandre. gars. On a C'était bien aimé. super, bravo Willy, mais Bravo, là bravo avec Mikotadze pour les l'Espagne, 3 buts. Ouais. désolé, mais c'est trop, la marche est Ouais. trop haute. Ouais, bon, je pense qu'on est assez d'accord. Les gars, je vous propose de finir cet épisode en prenant un peu de hauteur. On va aller voir Loïc Beignet, qui était déjà avec nous hier. Il est épistémologue et il va nous expliquer pourquoi il n'existe pas de bons films de football. Je vous laisse écouter ça. Loïc, tu étais avec nous hier, tu es de nouveau avec nous aujourd'hui et tu reviens pour nous parler de cinéma et de football avec une question qui t'est personnelle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bons films de football? Absolument, Valentin. Le football, contrairement à d'autres sports, ne me semble pas posséder de films ayant marqué l'inconscient collectif, rencontrant aussi bien un succès public qu'un succès critique, et obtenant peu à peu un statut transgénérationnel. La boxe, par exemple, a eu Raging Bull, a eu Rocky, et il semble en apparence improbable que le football n'ait pas d'œuvre équivalente. Pourtant, la question ne me semble pas nécessairement liée au talent des metteurs en scène, qui se sont attachés à filmer le football. Même John Huston, qui est un géant du cinéma américain, s'est emparé de la question et a réalisé en 1981 À nous la victoire. Et au sujet de À nous la victoire, il y a un critique de film, Samuel Douer, qui a écrit en 2006 À nous la victoire confirme l'adage selon lequel le foot serait impossible à mettre en scène au cinéma. Il mérite pourtant de perdre 2 heures devant sa télé, grâce à son casting digne d'un album Panini Vintage. Donc, le football serait impossible à mettre en scène au cinéma. Dont acte. Mais alors, si le talent des cinéastes n'est pas à mettre en question, quelles seraient selon toi les raisons de cette difficulté à mettre en scène le football justement? Alors, avant que les esprits s'échauffent, je propose de distinguer films sur le football et films de football. Je fais donc tout de suite amende honorable. Bien sûr, il existe quelques films tout à fait recommandables dans lesquels le football fait partie intégrante de l'univers diégétique. Mais là où le bas blesse, c'est que le sport y est souvent accessoire. Les cinéastes vont préférer mettre l'accent sur le football en tant que fait social, et avec toutes les limites qu'un raccourci peut venir poser au cinéma. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, on l'a vu dernièrement avec la série La Fièvre par exemple. Et toi justement, tu considères que les à côté du football sont mieux représentés que le sport en lui-même? C'est exactement ça. Les intrications, les ramifications sociales du football sont plutôt bien retranscrites à l'écran, et ce sont ces différents points qui permettent le passage du football à la fiction. Les cinéastes réussissent à montrer les supporters dans et hors des tribunes, les liens affectifs et émotionnels qui en découlent. On peut considérer que ces aspects ont donné un certain nombre de films relativement réussis. Alors, je peux parler de Coup de tête de Jean-Jacques Hano ou encore de À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky pour citer 2 films français assez célèbres. Ces 2 films ne brillent pas par leur représentation du sport, loin de là, mais proposent quelques éléments intéressants dans leur mise en scène, parfois c'est vrai un peu caricaturale du supporterisme. Et du coup, il n'y a aucun film, toi, qui trouve grâce à tes yeux? Alors, je trouve que Ken Loach s'en est plutôt bien sorti avec Looking for Eric. C'est un cinéaste qui est très malin, il refuse de mettre en scène le foot et va plutôt offrir aux spectateurs des images d'archives, de celles qui ont forgé la légende du King. Sans s'attarder sur le jeu en lui-même, Loach réussit à proposer une fable sociale, une fable engagée dans laquelle le foot se fait omniprésent dans la diégèse. Il y a la passion, qui est filmée comme une religion, avec Cantona qui se matérialise comme une apparition divine, mais il y a aussi les émotions parfois irrationnelles que peut procurer le sport, que peut procurer le football en particulier, la solidarité entre les supporters et son triste versant, la violence attenante au football lorsque cette passion devient déraisonnable. Alors, que faudrait-il pour réussir à mettre en scène le football et le jeu en lui-même? Alors, le foot n'est pas le seul sport difficile à représenter. Je me suis également penché sur les représentations du tennis, et elles aussi sonnent un peu faux. Si je reprends l'exemple des sports de combat et de la boxe, filmer la boxe, c'est filmer l'impact des coups d'une part, mais également des corps, leurs déplacements, et ce dans un périmètre réduit. C'est également filmer le public massé dans une salle. Filmer la boxe, c'est filmer la rencontre des corps. Il n'y a aucun objet de transfert dans la boxe, contrairement au tennis et au football, sport de balle, ces dernières nécessitant une attention particulière. Mais plus encore que l'importance de cet objet de transfert, il y a la nécessité du vide. Et c'est à mon sens le point le plus important.
Au football, la place laissée entre les joueurs revêt une dimension prépondérante. On parle d'espace, on parle de demi-espace. Ce que l'on peut alors qualifier de geste tactique prend collectivement le pas sur le geste technique. Filmer cet aspect dans le cadre d'une fiction, avec tout ce que cela impose comme contrainte dans le rapport au spectateur, nécessite alors une profonde réflexion esthétique. Et justement, tu penses pas que certaines réalisations proposent une vision esthétique du football? Je pense au portrait de Zidane, par exemple. Et effectivement, Zidane, un portrait du XXIe siècle, revient souvent dans les discussions. Je précise tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'une fiction ni d'un documentaire. Le rendu semble plus proche d'une installation d'art contemporain que d'une œuvre cinématographique. Tout le propos et le souffle esthétique du film est centré autour du génial meneur de jeu français. Et bien évidemment, les gestes sont précis, brillants, élégants, mais une nouvelle fois, et je pense que c'est dommage parce que le dispositif technique déployé aurait permis plus d'audace, l'espace disparaît. Zidane est filmé comme une figure quasi mythologique et semble engloutir le cadre, phagocyte l'univers diégétique du film et ne laisse presque aucune place au reste. Donc bien sûr, il est possible d'apprécier le geste, de se contenter du spectacle qui nous est offert, de la puissance esthétique qui se dégage du corps d'athlète et qui est indéniable. Elle peut parfois toucher au sublime, mais cet aspect se développe aux dépens de la construction collective du jeu. Certes, quelques plans laissent entrevoir des actions décisives soutenues par les commentateurs espagnols du match, mais je pense que se contenter des images proposées par Douglas Gordon et Philippe Parreno pour en faire un grand film de foot, c'est quelque peu cavalier tant le parti pris originel du film laisse de côté un certain nombre d'éléments capitaux de ce sport. Donc pour moi, l'erreur fondamentale serait de prendre cette œuvre pour un film de foot, de ne pas accepter son caractère expérimental et de vouloir en faire un modèle à suivre, que ce soit pour filmer le réel, mais aussi pour les représentations fictionnelles de ce sport. Et c'est forcé de représenter la technique, du coup, ce serait pas un aspect forcément nécessaire? Je suis assez d'accord avec cette idée. Dans cette quête visant à comprendre les difficultés que présente la mise en scène du foot, l'idée que les acteurs ont une gestuelle éloignée des sportifs peut s'entendre, et de toute façon, aucun n'aura celle de Zidane. Même peu de joueurs professionnels ont su atteindre un tel niveau d'élégance, un tel niveau de justesse technique, donc il semble difficile de penser qu'un interprète puisse la reproduire avec une certaine forme de naturel. C'est d'ailleurs pour cette raison que 9 des 11 joueurs de l'équipe mise en scène dans Coup de tête sont en réalité des professionnels de la JOCR de l'époque. Et malgré leur professionnalisme, ça n'empêche pas les scènes d'être ratées. Et pourtant, tous les footballeurs ne sont pas Zidane, et la majorité des joueurs sont des joueurs amateurs. Les représenter le football amateur, c'est également représenter le football. La technique des acteurs ne saurait donc être une réponse convaincante au problème. Quel rêve si le football n'était composé que de Zidane. Justement, est-ce que tu peux nous dire du coup quel est le problème fondamental de ces films-là? Alors, si le problème ne se situe pas au niveau des joueurs, c'est bien dans la mise en scène qu'il faut le chercher. Comme pour la boxe, les acteurs pourraient avec du travail assimiler la gestuelle basique avec ballon du footballeur, et avec quelques doublures, pourraient créer l'illusion. Mais il me semble beaucoup plus dur, plus long de comprendre les déplacements. Les acteurs ne peuvent se contenter du rapport entre le joueur et la balle, ils doivent également prendre en compte tous les autres joueurs, mais aussi, et je pense que c'est la chose la plus importante, comprendre comment interpréter l'espace autour d'eux. Comme j'ai déjà commencé à l'évoquer, tout n'est que rapport au vide, rapport à l'espace. Et c'est pas pour rien si Thomas Müller, qui est l'un des plus grands joueurs de notre époque, est surnommé le Raumdeuter, celui qui interprète l'espace. Sa qualité de déplacement, sa qualité de compréhension du jeu en ont fait un attaquant redoutable, et plus que tout autre, Müller sait que le football est l'affaire du vide, de son interprétation, du déplacement au bon endroit et au bon moment. Donc toi, tu milites pour que l'espace, donc le vide intrinsèque au football en tant que jeu, soit pris en compte par les cinéastes. En quelque sorte, oui. Le football possède déjà une littérature et me semble être un objet sportif, social, culturel suffisamment important pour mériter que les cinéastes s'en emparent, projetant et proposant des visions d'auteurs, échouant peut-être, mais le faisant réellement vivre à travers le 7e art. Le terrain est en friche et tout reste à construire. Alors pour que le cinéma possède enfin son Raging Bull, son Foxcatcher, peut-être faut-il élargir les plans, quitter les tribunes et le visage des vedettes, peut-être faut-il renoncer à l'obsession des corps et soigner la peur du vide, abandonner la crainte de l'espace. Ce vide expérimente un rapport tactique et parfois même intellectuel, puisque pouvant transcrire la pensée d'un entraîneur, ce vide ne doit plus être considéré comme un ennemi du spectacle, mais bien comme un élément central de la pratique du foot. Alors à ceux qui choisiront à l'avenir de filmer le football, je lance un appel, il vous faut accepter l'esthétique du vide. Merci à Loïc Beignet pour cette belle chronique. On le retrouve dès demain pour une nouvelle chronique justement sur la VAR cette fois. Les gars, on va jouer au prono. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tente de miser sur un des non-favoris? Non. Non, Non, personne n'attend. non, franchement, je Un petit prendrais pas Slovaquie qui sort l'Angleterre non. contre toute Non, attente, non, le je même prends- coup je Ouais, contre ça la va, Belgique. on se calme. Je sais que tu veux plus voir les Anglais, mais ça suffit. Ouais. Bon, Pour allez, les moi je vais huitièmes, miser sur la ça me victoire. paraît. Sur la victoire de qui?
De la Slovaquie, allez, je suis obligé Ah de tenter ouais, ma chance, t'es je voulais pas le chaud. faire. Ah bah, moi, T'es j'y crois pas une chaud. seule seconde, mais j'ai envie d'y croire. Au tir Ah au oui, Pour but, une du raison coup. simple, c'est d'être en contradiction, il faut plein d'avis. Tu vas même pas le mettre sur MPP. D'ailleurs, venez sur MPP, hein, on a une ligue de ouf, Ouais. on fait gagner des maillots et Ouais. tu vas pas non plus mettre d'argent dessus. Donc en fait, c'est juste, tu nous le dis là, histoire de faire chier, quoi. Exactement, et histoire Très d'alimenter bien. le débat, messieurs, et de vous faire parler. Je voulais Ça entendre sert à Tom quoi, un le peu débat défendre l'Angleterre. Franchement, le débat, ça sert à quoi? En démocratie, C'est vrai. franchement, aucun intérêt. À quoi bon, tu as raison. Bon allez les gars, on va clôturer cet épisode. Merci en tout cas pour vos belles chroniques et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler une fois de plus que comme tous les soirs de match, nous serons en live sur notre chaîne Twitch en direct de la Cité Fertile pour un débrief de ces deux matchs justement. Pour les autres, je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne et surtout, n'oubliez pas d'aller voter.